Je pense que c'est vraiment très important ces espaces qu'on est en train d'essayer d'inventer. Souvent on nous parle à la Haute École de Travail Social du terrain avec un T majuscule. Et puis le terrain avec un T majuscule regarde le monde académique avec un A majuscule. Et puis on se renvoie parfois la balle. Et il me semble que justement ce qu'il faut créer, ce sont des espaces dans lesquels on peut échanger à la fois sur nos méthodes, nos résultats, vos pratiques qui viennent nourrir nos méthodes, etc. etc. Donc c'est toujours un grand plaisir que j'ai aussi à présenter cette recherche, qui est une recherche qu'on a menée assez récemment, qu'on a terminée assez récemment sur le non-recours aux prestations sociales à Genève, aux prestations financières sociales à Genève, effectivement, et à laquelle il faut souligner que l'Hospice Général est associé, fait partie des partenaires de cette étude, même si l'objet n'était pas spécifiquement le non-recours à l'Hospice Général, mais aussi, parfois, vous le verrez, il y a des éléments qui, j'espère, vous parlent aussi pour l'Hospice Général. Voilà, alors une rapide présentation quand même, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette notion de non-recours, les recherches dans le domaine des politiques sociales. Bonjour. Les recherches dans le domaine des politiques sociales ont très longtemps se sont intéressées, j'ai envie de dire pratiquement uniquement, soit aux travailleurs sociaux, soit aux bénéficiaires des prestations. Mais les personnes qui ne bénéficient pas des prestations, c'est-à-dire les personnes qui au fond ne sont pas sous le radar social ou ne sont pas sous le lampadaire des chercheurs, on ne les voyait pas. Et de ce point de vue-là, ce qu'on appelle non-recours, petite précision terminologique, dans la littérature francophone qui s'inspire de l'Observatoire des non-recours de Grenoble, avec qui on est en contact étroit, ce sont les personnes qui ne bénéficient pas d'une offre de droit ou de service, ça peut aussi être différents types de services, à laquelle elles pourraient prétendre. Et vous voyez qu'il y a une sorte d'ambivalence dans le concept. En fait, je pense qu'il est mal choisi, mal traduit, mais en anglais aussi, non-take-up. Parce que ça fait référence à deux éléments distincts. Il y a la non-réception, le fait qu'on pourrait bénéficier d'une aide financière, par exemple, et qu'on ne la touche pas. Et puis, il y a cette idée qui résonne dans le terme de non-recours, au fond, qui est l'idée qu'on ne l'a pas demandé. Hein, et je pense qu'il y a cette petite clarification à faire. Donc, dans la littérature francophone sur le non-recours, on entend par non-recours ce phénomène qui consiste à repérer des personnes et à expliquer pourquoi elles ne bénéficient pas, quelle que soit la raison, de prestations auxquelles elles pourraient prétendre. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, au fond, c'est un phénomène qui est loin d'être marginal. Les différentes études et les différentes synthèses d'études et revues de la littérature qu'on a pu faire, ou qui ont été faites au niveau européen ou au niveau de l'OCDE, montrent qu'on est dans des taux qui varient entre 40 et 60% de non-recours aux prestations financières. En Suisse, on a extrêmement peu de données, je dirais même pratiquement aucune donnée véritablement fiable, sauf l'étude récente qui a été menée à Berne par notre collègue Oliver Humbelin, qui vient d'estimer le taux de non-recours à l'aide sociale dans le canton de Berne et qu'il estime à 26,3%, ce qui est un chiffre relativement faible parce qu'il exclut en fait de son collectif toute une série de personnes qui pourraient d'ailleurs non recourir, donc en fait je pense que c'est légèrement supérieur. Donc l'estimation la plus fiable aujourd'hui, c'est environ un quart donc des bénéficiaires de l'aide sociale dans un canton comme celui de Berne ne toucheraient pas les prestations alors même qu'elles rempliraient les critères financièrement. Tous les types de prestations sont concernés, mais il est vrai que quand on compare les prestations entre elles, dans la littérature, ce qu'on voit, c'est que les prestations sous conditions de ressources sont les prestations qui ont le plus haut taux de non-recours par rapport aux prestations qui ne seraient pas sous conditions de ressources. Juste pour vous donner une idée, par exemple en Allemagne, dès les années 80, il y avait une mesure sur l'assistance sociale, on était dans les 30%. En France, j'ai mis aussi ce chiffre parce que c'est un chiffre important. Le revenu minimum d'insertion à la fin des années, enfin au milieu des années 90 avait été, le taux de non-recours avait été calculé avec un taux de non-recours à pratiquement 63%, ce qui politiquement a été extrêmement important.
C'est-à-dire que je pense que c'est d'ailleurs suite à ces résultats-là que l'Observatoire des non-recours de Grenoble, qui est l'Observatoire national des non-recours en France, a pu être développé par le choc en quelque sorte qu'a donné ce résultat. Pour le RSA, les résultats sont aussi autour de la moitié de non-recours et la majorité des explications que donnent les personnes qui ne recourent pas, c'est un manque d'information. Alors Genève, quand on a démarré des travaux sur le non-recours, on s'est bien sûr assez vite aperçu qu'on n'avait rien, aucune donnée quantitative. Le rapport sur le non-recours qui est sorti, le rapport sur la pauvreté qui était sorti ne thématisait pas le non-recours. Et on n'avait aucune étude qui avait véritablement été menée sur ce sujet. Donc on a lancé 2 projets de recherche. Celui que je vais vous présenter qui est un projet donc qualitatif. Au départ on les avait lancés ensemble et puis on a obtenu le financement d'abord pour le projet qualitatif. Le projet quantitatif, c'est-à-dire l'idée de mesurer pour la première fois dans le canton de Genève les taux de non-recours est en cours. Mais je ne vous cacherai pas que nous rencontrons de grandes difficultés successives à accéder aux données quantitatives nécessaires. L'Hospice Général est aussi associé d'ailleurs. On a Laurence Leitenberger qui travaille avec nous sur ce projet quantitatif. On espère vraiment pouvoir arriver à nos fins et proposer une estimation du non-recours aux prestations sociales à Genève. Ce dont je vais vous parler, c'est plutôt donc l'étude donc qualitative, puisque là on a les résultats, qui a été menée auprès de familles. Donc on a une population spécifique, ce sont des familles, des parents d'enfants mineurs qui vivent en ville de Genève essentiellement. Finalement on a dû élargir un petit peu parce qu'on n'arrivait pas à recruter, enfin, c'était tellement difficile de trouver ces personnes qu'on a quelques personnes dans notre collectif qui ne vivent pas sur la ville de Genève, mais la majorité du collectif vivait en ville de Genève, donc on regardait les prestations ville et canton auxquelles elles pouvaient ou pas bénéficier. Donc c'est un projet, comme je le disais, qui a été mené en partenariat à l'Hospice Général, mais aussi le service social de la ville de Genève, Caritas, le CSP. Tous ont été très utiles, y compris dans une aide pour trouver les personnes non recourrantes, ou pour l'Hospice Général, on appelle recourants tardifs, si vous voulez, les personnes que vous voyez arriver en vous disant « c'est dommage qu'ils arrivent seulement maintenant ». C'est un projet que j'ai mené avec Catherine Ludwig, donc c'est un partenariat avec la Haute École de Santé. Catherine Ludwig, donc, qui a, vous le verrez, contribué de façon décisive à une analyse de l'état de santé subjectif de ces personnes qu'on a rencontrées. Je vais vous en dire tout de suite quelques mots. Voilà, simplement sachez que pour ce qui nous intéresse, là, on a mené 39 entretiens approfondis, semi-directifs, entre 1 heure et 3 heures d'entretien, donc des entretiens assez conséquents, avec des personnes qui se reconnaissaient dans le fait d'être en situation de précarité financière, avaient des enfants, vivaient, comme je le disais, si possible sur le territoire de la ville de Genève et si pas dans une commune avoisinante, et se reconnaissaient comme n'ayant pas bénéficié d'une prestation auquel elles auraient pu bénéficier. Par contre, on n'est pas dans une optique quantitative, on n'est pas allé leur demander leur feuille de revenus pour savoir si oui ou non véritablement elles rentraient dans le critère. Ce qui nous intéresse, c'est le rapport aux institutions, le rapport aux prestations, le rapport au système social, le rapport aux professionnels, aux travailleuses et aux travailleurs sociaux. Et puis, par ailleurs, on a passé ce questionnaire, qui est un questionnaire qui permet d'évaluer l'état de santé et qui a l'intérêt d'avoir déjà été passé à l'ensemble de la population genevoise. Donc ça permettait des comparaisons avec l'ensemble de la population genevoise. Voilà, donc on a fait d'autres choses dans ce rapport qui en fait c'est 4 rapports en un. Donc si ça vous intéresse, il y a aussi une analyse de la perception des professionnels du réseau social genevois sur le non-recours. Il y a aussi une analyse du dispositif des politiques sociales et familiales et de la façon dont c'est construit sous l'angle du non-recours.
Il y a aussi, je ne sais plus ce qu'il y a plein de choses. Il y a aussi un compte-rendu du séminaire qu'on avait fait, le séminaire de clôture, etc. Mais là, on va se focaliser sur ce que nous disent les personnes non recourantes et ce qui peut être intéressant, je pense, du point de vue de la pratique ou de l'organisation d'une institution comme l'hospice général. Donc, les grands résultats de ces entretiens autour de la question, mais qu'est-ce qui peut motiver des personnes, ou qu'est-ce qui peut expliquer, avant de motiver, qu'est-ce qui peut expliquer que des personnes ne bénéficient pas de prestations sociales auxquelles elles auraient droit, alors qu'elles sont dans une situation financière tellement difficile. Ça semble ne pas faire sens du point de vue d'une rationalité de l'homo economicus, or ça fait parfaitement sens du point de vue du vécu, de l'expérience de ces personnes, de leur trajectoire, de leurs projets, de leur stratégie, de leurs attentes, etc. etc. C'est bon jusque-là? Oui, ça c'est pour vous donner bien l'impact que c'est très scientifique. Mais non, mais juste pour que vous voyez l'idée, c'était que c'est pour ça aussi que c'était très difficile de recruter, c'est que l'idée était de recruter des personnes selon une logique de maximisation de la diversité, c'est-à-dire d'avoir des gens dans différentes situations, des hommes, des femmes, des Suisses, mais aussi des personnes de nationalité étrangère, des gens qui n'ont plus du tout d'emploi, des gens qui ont un rapport à l'emploi, des gens qui ont un lien avec une institution sociale, des gens qui n'en ont plus, etc., etc., des familles monoparentales ou des couples avec enfants. Donc on essayait de diversifier et on a pratiquement rempli toutes les cases, sauf peut-être, vous voyez, les hommes, donc ce seraient des pères monoparentaux suisses. Enfin voilà, c'est ce type de catégories qui sont plus rares aussi. Statistiquement, on a une surreprésentation de tous les profils qui, au fond, conduisent à la pauvreté. Hein. Et c'est un collectif, c'est un ensemble de personnes qui, premier résultat très frappant du point de vue de leurs caractéristiques d'état de santé, ça c'est un tableau qui a été fait par ma collègue Catherine Ludwig de la Haute École de Santé pour résumer. On n'ose pas normalement faire des statistiques avec un si petit nombre de personnes, mais c'est quand même relativement parlant. Vous voyez que l'état de santé général de ces personnes est mauvais, pour ne pas dire très mauvais, ou en tout cas l'état de santé tel qu'il est perçu et décrit. Et que ce qui est le plus frappant, c'est l'importante part de personnes qui se disent en état d'anxiété, voire de dépression. Et quand on ouvre cette boîte-là, hein, au départ les personnes ne veulent pas. On vous dit ça va très bien. Est-ce que vous êtes un peu inquiet, enfin un peu stressé, anxieux, etc. Un peu, beaucoup, en fait énormément. Et là, l'intérêt du qualitatif, c'est que la personne va finalement cocher peut-être beaucoup, mais va vous raconter aussi à quoi c'est relié. Ce qui permet d'analyser justement là aussi ce que ça dit. Mais vous voyez, 80% de ce collectif-là déclarent des états d'anxiété ou proches de la dépression, contre 30% quand on demande aux tout venants genevois. Ma collègue Catherine Ludwig à la santé, c'est une spécialiste du vieillissement. La première fois qu'elle a vu les résultats, alors qu'on a des familles, donc des personnes plus jeunes que la moyenne, au fond, elle a dit, on dirait un profil de personne âgée. Tellement il y avait des profils de douleurs chroniques, etc., etc. Donc le non-recours. J'aimerais aborder 3 grandes explications qui sont ressorties de ces entretiens, qui renvoient à des éléments qui ont été déjà en partie documentés dans la littérature, mais aussi à des spécificités peut-être genevoises. La première, sans surprise, les difficultés à s'orienter, les difficultés liées à l'information. Ensuite, on a toute une série de facteurs qui font que les personnes n'ont pas demandé, c'est-à-dire que cette fois elles connaissent, elles savent où aller, elles connaissent la prestation ou l'institution, typiquement l'aide sociale, mais elles ne veulent pas y aller. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a 2 types qui sont parfois même liés dans les mêmes entretiens, mais il y a quand même 2 mécanismes qui peuvent être mis en avant. Il y a quand même une très forte non-demande que je qualifierais ici de subie. Les gens vous disent « j'ai choisi de », mais parce que c'est tellement un choix contraint qu'évidemment il n'y avait pas d'autre choix.
Mais d'une autre façon, il y a une façon de voir que le non-recours, c'est aussi une façon de s'affirmer, une façon de revendiquer, une façon de dire je suis là, une façon de vivre le non-recours positivement. Donc ne pas percevoir exclusivement le non-recours comme c'est parfois fait dans la littérature, comme le symptôme d'un manque, d'une lacune, voire d'une faiblesse, mais aussi comme un acte, on le verra, d'autonomie au fond. Les difficultés à s'informer et à s'orienter, c'est très frappant, c'est la première cause de non-recours telle qu'elle est identifiée par les personnes quand on leur demande quelle est d'après eux la raison. Vous voyez? On leur a demandé, mais d'après vous, comment est-ce qu'on peut expliquer que parfois jusqu'à 40% des gens ne bénéficient pas? Le manque d'information, c'est vraiment la cause qui est la plus citée, un peu plus par les personnes étrangères que par les Suisses, suit la honte et la stigmatisation, la peur de la stigmatisation. On a demandé à tout le monde, est-ce que c'est facile de trouver de l'information sociale à Genève? La réponse est unanimement non, quel que soit le niveau de formation, y compris des personnes avec des doctorats. Donc on a là une caractéristique d'un régime social développé, mais qui en quelque sorte est victime de son développement, grand nombre de prestations, grand nombre d'informations, et justement ce qui est intéressant, c'est que ce qui fait que les gens manquent d'informations ou se sentent désorientés, c'est pas l'absence d'informations, sauf sur les PC, mais c'est le trop d'informations. Trop d'informations tue l'information, comme on dit, et là c'est vraiment ce sentiment qui ressort. L'information circule entre autres par les réseaux personnels, avec des effets positifs, mais aussi des fausses rumeurs, évidemment, qui peuvent circuler. À propos de l'hospice général, on a des choses comme « Ah, elle m'a dit, de toute façon, tu dois rembourser, etc. » C'est pas ce qui ressort le plus sur l'hospice général, mais on a eu un cas ou deux d'information, puis on reviendra sur la question de l'information qui me semble essentielle dans ce contexte-là, sélection du risque pour le permis de séjour. Et puis, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que les gens qu'on a rencontrés, c'est pas, ils sont comme vous et moi, je pense, c'est-à-dire qu'on a tous une certaine géographie de l'espace des institutions sociales, du système de protection sociale. C'est pas qu'ils savent rien, ils savent des choses, savent où sont certains lieux, certaines prestations, et d'autres pas du tout. Et on a donc on a essayé de dessiner une première géographie, et je vous donne tout de suite le résultat phare, c'est-à-dire que justement, dans cette géographie-là, l'hospice général apparaît comme une institution extrêmement bien identifiée. Justement pour dire, s'il y a un phare, c'est bien l'hospice général. Après, on va voir qu'il y a un effet repoussoir. Je vous rassure tout de suite, c'est pas lié aux professionnels. C'est lié à la stigmatisation associée à l'aide sociale. Ouh là là, l'aide sociale, l'hospice, surtout pas, jamais, plutôt mourir, mais pas, sauf dans certains cas, à cause des professionnels. Donc connaissance partielle, hospice général bien identifié. Donc le phénomène qui peut ici expliquer du non-recours, c'est, je dirais pour une partie de cette population-là qu'on a rencontrée, un sentiment de désarroi devant la quantité d'informations. Et deuxième mécanisme, donc trop, je ne sais pas comment m'orienter. Et deuxièmement, je ne sais pas comment rapporter ces informations générales sur une prestation à mon cas particulier. Qui évidemment, oui, mais c'est un cas particulier. Oui, mais si mon mari, etc., et si moi je suis dans cette situation, le lien, est-ce que ça va au fond me concerner ou pas? Et là, il y a toute une partie des personnes qui vont s'arrêter, vont chercher sur Internet, vont essayer, vont arriver là, et puis à partir de là, vont s'arrêter. Donc ce qu'on a observé, c'est qu'on a rencontré des gens qui sont allés, y compris jusqu'à frapper à la porte de l'hospice général, voire même des personnes qui bénéficiaient d'aide sociale, mais qui nous ont raconté tout le chemin et pourquoi c'était si long. Et ce qu'on a vraiment vu, c'est le parcours extrêmement difficile pour un certain nombre de personnes pour y arriver. Et du coup, ça va renvoyer à quelque chose que je dirai après, mais l'importance cruciale de ce qui se joue à l'accueil, qui a peut-être, pour vous, est une évidence, mais je pense que ce qui se joue à l'accueil, pour certaines personnes, évidemment, on va voir, peut être cause de non-recours, parce qu'il a fallu tellement
pour arriver jusque-là, et ce moment-là est tellement crucial que si là, on se loupe, en quelque sorte, c'est fini pour plusieurs mois, voire pour certains définitivement. On a une dame qui a raconté comment elle pleurait 5 minutes avant de se... Elle était devant la porte et elle n'arrivait pas à se décider à pousser la porte de l'hospice général. Donc pour une certaine partie de la population qu'on a rencontrée, notamment des personnes qui sont étrangères maîtrisant relativement mal le français, plutôt des femmes seules, isolées, avec enfants, donc c'est pas tout le monde, hein, c'est une partie, elles thématisent ces personnes l'absence de soutien comme étant une des causes du fait qu'elles n'ont jamais au fond réussi à pousser la bonne porte. Vous voyez? Et à l'inverse, on nous raconte toujours des histoires de rencontres. Ce professionnel-là, cette personne-là, pour parler de travailleurs sociaux, heureusement que j'ai rencontré cette personne. Mais ce qui est assez frappant, je trouve, qui devrait quand même nous interpeller au niveau du système social de ce canton, c'est que ce sont toujours des histoires de hasard. Quelle chance j'ai eue! Donc du point de vue de la politique, c'est comment faire pour maximiser le fait que cette chance apparaisse. C'est ça. Voilà, juste un exemple. Selon vous, pourquoi les gens ne demandent pas? Ils pourraient demander. C'est une femme d'Amérique latine. Mais je crois qu'il manque l'information pour savoir nous aller où. Vous ne savez pas trop comment faire. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'on sait que ça existe, mais on ne sait pas trop. Nous aller où? Comment est-ce qu'on va faire et tout ça. Donc vous voyez, reste comme ça dans ce désarroi. Donc, par rapport à l'information, l'extrême complexité évidemment du système, et le recours à Internet qui au fond ne résout pas le problème, puisqu'il ne résout pas le problème de la complexité. Maintenant on va entrer dans ce qu'on appelle justement dans la typologie du non-recours. La première cause s'appelle la non-connaissance, c'est tout ce qui est lié aux difficultés de compréhension, d'orientation, d'information ou manque d'information. La non-demande, c'est justement quand les personnes connaissent une prestation, mais ne la sollicitent pas. Et il y a une partie des explications qui relèvent d'une non-demande subie, comme je le dis. Alors, première chose, évidemment, et vous le savez bien, on vit quand même dans un contexte où la dépendance financière est quelque chose qui est relativement mal perçu. Le mécanisme, enfin le sentiment qui est le plus souvent exprimé texto, qui avait déjà été documenté dans le livre sur la pauvreté cachée par Stéphane Rossini à l'époque, c'est vraiment la honte. La honte de la dépendance, et j'insiste aussi, pas seulement la honte d'être dépendant financièrement, mais la honte de demander. Ce que les entretiens montrent, c'est que c'est aussi une honte qui est liée au fait de demander quelque chose. Ce pourquoi je plaide pour l'automatisation de tout ce qui peut être automatisé, pas seulement parce que dans l'octroi des prestations, pas seulement parce que ça allège les procédures, pas seulement parce que ça simplifie la gestion, comme c'est souvent argumenté, mais aussi parce que c'est une marque de respect vis-à-vis des personnes, puisque ça leur évite de devoir en quelque sorte, pour certains, s'humilier à demander. On a une crainte de la disqualification sociale, si vous voulez, donc la perte de statut social, particulièrement, mais on pourra y revenir si vous voulez, mais je ne veux pas trop insister aujourd'hui là-dessus, mais particulièrement chez les hommes, associée à la dépendance financière. C'est pour ça que je le mets ici entre guillemets. S'agirait-il d'une forme de non-recours au masculin? Ne pas parvenir, on a des pères de famille, ou des pères en tout cas, qui vivent ou pas avec leur compagne, ne pas parvenir à assurer le rôle de monsieur gagne-pain, comme on dit, de pourvoyeur de revenus, c'est vécu extrêmement difficilement par les pères, de par les pressions sociales et de par leur construction identitaire autour de ça. Et on le sent très fortement dans les entretiens. Et puis, on va parler quand même spécifiquement de l'aide sociale et du coup de l'hospice général. Le mécanisme plus précis autour de l'aide sociale, c'est vraiment la crainte du discrédit et au fond, pour le dire simplement, l'impact de la stigmatisation
qui a une médiation politique, hein, c'est clair. On a un parti, l'UDC, qui fait campagne sur ce type de choses depuis des années. L'assurance invalidité, l'aide sociale. Je pense que ça porte, entre guillemets, ses fruits, on le voit. Les personnes que nous avons rencontrées, donc en situation de précarité difficile, qui vous parlent de pourquoi elles ne demandent pas l'aide sociale, et qui vous parlent des bénéficiaires de l'aide sociale ou des usagers, je ne sais pas comment vous dites maintenant, comment on ose dire maintenant, des personnes qui touchent l'aide sociale. Et on leur demandait, qu'est-ce que vous pensez des personnes à l'aide sociale? Et ils commençaient tous pratiquement par « Ah, je ne veux surtout pas juger, mais... » Et ensuite, ils déroulaient, pour la plupart, vraiment c'est assez frappant, une sorte de trilogie. Donc, qui sont basés sur 3 types de besoins. En fait, sur 3 raisons, si vous voulez. Les premiers, c'est les besoins. Il y a ceux qui ont vraiment besoin. Je les ai résumés parce que vous verrez que si vous avez vraiment besoin, alors vous êtes légitime. Mais vraiment besoin. Mais on les a résumés, c'est les faibles. Parce que au fond, vous verrez, c'est associé à la faiblesse. Or, je ne suis pas faible. Ensuite, il y a l'autre mécanisme, c'est la facilité. Il y a ceux qui n'ont pas vraiment besoin, mais qui peut-être trouvent que c'est plus facile comme ça. C'est ça que les personnes nous disent. On a qualifié de fainéants. J'ai fait ça parce que ça fait les 3 F, comme ça vous pouvez vous en souvenir. Les faibles, les fainéants, et puis le dernier élément, c'est l'abus, voire la fraude. Ceux qui trichent d'une manière ou d'une autre avec le système. Les faibles, les fainéants, les fraudeurs. Seuls les faibles sont légitimes, selon une logique du besoin. Et les autres ne sont pas légitimes. Et on voit là un mécanisme que les sociologues appellent le détournement du discrédit et le lien avec le non-recours. Donc le détournement du discrédit, c'est relativiser l'infériorité sociale que l'on peut ressentir pour soi pour conjurer les reproches de défaillance sociale. Donc on les renvoie chez les autres. Et on voit bien, regardez, dans l'entretien même, la personne réalise en me parlant, parce que je crois que c'était moi qui avais fait cet entretien, elle expliquait pourquoi elle avait vraiment pas voulu aller à l'hospice. Et à la fin, elle dit, alors je crois que pour être bien honnête avec vous, je pense que les gens qui vont à l'hospice général sont faibles. Et là, je crois que c'est ça, maintenant, en parlant avec vous, je parle de ça, j'ai découvert que ça me gêne aussi d'être faible, de me voir comme une personne faible. Donc rester fort jusqu'au bout est quelque chose qui est très important, et on voit bien comment cette vision péjorative de l'aide sociale pour certaines personnes, puisque je rappelle, on n'a parlé qu'à des personnes qui ne bénéficient pas ou ne voulaient pas bénéficier, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plein d'autres qui n'ont aucun problème, mais ces personnes-là, si on s'intéresse à ces personnes, ça fait partie des mécanismes repoussoirs, les 3 F. Donc les normes sociales, la force des normes sociales. Et on verra que je pense que consciemment ou inconsciemment, on retrouve aussi parfois dans des pratiques professionnelles ou, vous me direz peut-être, dans des sentiments que ces personnes ont à tort de comment est-ce qu'elles ont été traitées, mais en tout cas, dans les rapports entre les travailleurs sociaux et les personnes, ce type de normes en action. Donc, parmi les formes d'exclusion, de rejet en quelque sorte, où les personnes vont me dire « je ne veux pas y aller » ou « je n'y suis pas allé, c'est mon choix, mais comme je le disais, c'est extrêmement contraint », on sent des mécanismes comme ça qui repoussent les gens, qui se sentent en tout cas repoussés. Se sentent repoussés par les normes sociales, se sentent repoussés par des mauvaises expériences au guichet, comme on dit. Et là, on a une personne sur 2 qui sont allées jusqu'à pousser la porte de l'hospice général, voire même être bénéficiaires de l'hospice ou des prestations complémentaires, c'est les 2. Dans ce cas-là, c'est une vingtaine de personnes qui ont une expérience, si vous voulez, quand même, avec ces 2 institutions. Une personne sur 2 dit avoir renoncé juste après un premier échange. Donc ça, c'est important. Et pour le dire tout de suite, puisqu'après je vais dire des choses qui sont que des choses en quelque sorte négatives sur qu'est-ce qui pousse les gens dehors, pour le dire tout de suite, ce qui est très frappant dans ce rapport au professionnel, c'est l'ambivalence. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont un rapport au professionnel extrêmement ambivalent. D'un côté, une énorme confiance,
une immense reconnaissance pour les personnes qui les ont aidées, où on verra écouter sans jugement, et d'un autre côté, un rejet extrême quand elles se sont senties mal reçues, si vous voulez. Donc ce sentiment de fin de non-recevoir à l'accueil est un des sentiments qui justifie le fait que les personnes ne reviennent pas avec les fameux papiers, c'est-à-dire, l'interprétation c'est qu'on a parfois, les personnes nous décrivent une sorte de réponse bureaucratique. Bonjour, ah ok, alors remplissez ça, 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 et revenez. La personne, mais je ne suis pas venue pour ça, justement. Je suis venue en fait pour chercher une certaine aide que je n'ai pas encore formalisée, je ne sais pas exactement de quoi j'ai besoin. Et puis l'autre facteur, c'est comme je le disais, l'expérience de manque de respect. C'est pas ce qui est le plus fréquent, je vous rassure tout de suite. Par contre, c'est ce qui est le plus radical dans le non-recours. Ça donne un non-recours, vous voyez, de type jamais plus, fini. Je vous donne juste des exemples, je ne fais pas la théorie qui va autour, mais vous voyez le type d'expérience qu'on a. Il y a des personnes qui vous renvoient votre misère sur votre visage. Et quand c'est comme ça, je veux sortir et ne plus revenir. Je ne sais plus dans quelle institution c'est, et c'est tant mieux que j'ai oublié, mais la personne m'avait dit une fois, il y a cette travailleuse sociale m'a dit, comment vous avez fait pour vivre avec un salaire de miséreux comme ça? Et ça lui était resté évidemment en travers. Une autre dame qui dit, à leur place, en parlant des assistantes sociales, à leur place, elles ont tous les droits, et à ma place ici, je suis. Donc la conscience de la dépendance, la conscience du rapport totalement inégalitaire, et le pire, c'est le sentiment que le professionnel joue avec ça. Il y a des personnes qui nous ont cité ces exemples-là, c'est assez frappant. C'est chaque fois une image, et ça revient chaque fois à cette idée. Une disait, c'est comme le pompon au manège. Ce sentiment. Tu veux ? Un autre avait donné un autre exemple, mais ça allait dans le même sens. Le yo-yo aussi, on est un peu balancé. Donc de nouveau, ce sont des mécanismes qui existent, qui ont été documentés ailleurs, mais qui ne sont pas les plus, disons, les plus importants dans notre collectif, par contre qui produisent indéniablement des effets, et des effets très forts. À l'inverse, on a cette extrême reconnaissance envers des professionnels dès lors qu'ils sont à l'écoute, dès lors qu'ils ne jugent pas, dès lors qu'ils m'ont aidé à faire mes formules. Et en fait, vous voyez, pour une école de travail social, on se dit, ouais, en gros, dès lors qu'ils font leur boulot, quoi. Alors je peux tout de suite vous dire, vous faites juste votre boulot, comme on aimerait pouvoir l'enseigner, mais voilà, normal, enfin comme on imagine qu'on fait son boulot. La reconnaissance est extraordinaire, c'est-à-dire elle était comme une mère pour moi, elle était formidable, etc. On se dit, ouais, elle fait son job. Voilà, petite remarque. Alors, autre mécanisme très clair de rejet, la crainte de perdre son permis de séjour. On a 21 personnes de nationalité étrangère qui sont interviewées. On a un peu plus de la moitié qui a renoncé à l'aide sociale. Parmi ces personnes qui ont renoncé à l'aide sociale, absolument tout le monde cite parmi les raisons. Donc il y a toujours plusieurs raisons. Mais toutes les personnes de nationalité étrangère qui ont renoncé à l'aide sociale que nous avons interviewées citent comme motif la crainte pour le permis de séjour. Ou éventuellement pour une future naturalisation. C'est la norme d'intégration, c'est perçu comme la norme, et c'est perçu comme le risque d'annuler des efforts d'intégration qui sont faits depuis des années, surtout pour les enfants. Alors on a des familles, et tout de suite ils vous disent, tous, je vais vous citer, elle m'a dit, si vous perdez le permis, votre fils aussi, ah là c'est le pire pour moi. Oui, le risque pour le permis c'est ça, pas pour moi, pour mes enfants. Tout de suite les gens vous disent, pas pour moi, pour les enfants. Et ce qui pourra peut-être vous intéresser au niveau de la pratique, que je trouvais vraiment interpellant, c'est l'impact de l'information, d'où qu'elle vienne. C'est-à-dire que ces personnes apprennent qu'il y a un risque effectivement dans la loi. Si on est durablement à l'aide sociale, on peut voir son permis non renouvelé, soit par des proches, des collègues, enfin des personnes du réseau, soit par des travailleurs sociaux, et carrément même à l'hospice général. Sachez qu'il y a un risque. Eh bien, c'est une information qui est prise comme égale 100% de risque. L'impact est immédiat.
Et l'information n'est jamais relativisée, questionnée, comme j'ai envie de dire, nous le ferions. C'est-à-dire, spontanément, oui, bon, ça dépend, faudrait voir. Oui, mais si ça fait 10 ans que vous êtes là, et que vous avez des enfants et que vous êtes 3 semaines à l'aide sociale, on va vous mettre dehors, ou pas. Enfin, mais en tout cas, on n'a jamais vu ça. Aucune personne n'a même posé une question, en tout cas nous dit. C'est des personnes qui tout de suite se disent stop, fini, terminé. Une sorte de réflexe de protection, associé à beaucoup de souffrances psychiques, puisque c'est des dilemmes, évidemment, intenables. Je ne peux pas continuer comme ça, mais je ne peux pas demander de l'aide non plus. Une dame nous dit, quand elle avait dit ça, je suis rentrée à la maison et je suis restée 14 jours sans sortir de la maison. Donc cet impact-là est très important. Ça pose la question, je n'ai pas la réponse vraiment, mais on avait cet atelier dans le séminaire en mars. Ça pose la question de la manière de communiquer l'information et aussi de la manière dont l'Office cantonal de migration communique l'information. J'ai le sentiment qu'il y a 2 réseaux, qu'il y a un réseau de travailleurs sociaux très informés et qu'il y a un réseau de travailleurs sociaux plus éloignés qui, par précaution, principe de précaution, dit sachez qu'il y a un risque, comme je ne sais pas exactement, je vous le dis, et qui donc ne peut pas se permettre de jouer en disant oui, là le risque est modéré. Donc là, il y a quelque chose à faire. Et pour terminer, j'aimerais quand même souligner l'importance de cette vision plus positive du non-recours. Comme une revendication d'autonomie, tous les interviewés essayent de tenir le plus longtemps possible sans aide sociale et manifestent par l'acte de non-recours. Le non-recours, c'est en fait un mauvais terme là aussi, parce qu'on dit ne pas faire, mais c'est une action en quelque sorte, parce que c'est quand c'est choisi, c'est véritablement décider de poursuivre d'une autre façon, et une manifestation pour beaucoup de personnes, d'une part de leur volonté de travailler, et une façon, ça c'était assez intéressant comme on a des familles, d'incarner des valeurs, et notamment des valeurs familiales. Donc des personnes qui disent, puisque mes parents ont réussi à vivre, même parfois dans des systèmes où il n'y a pas du tout de protection sociale, dans des situations difficiles, moi aussi je veux pouvoir incarner ces valeurs-là et transmettre l'exemple à ses enfants. Monsieur m'a dit, mais vous savez, être à l'aide sociale, c'est pas un métier. Donc le jour où ma fille comprend ce que je fais quand je suis à la maison, papa, tu fais quoi? Tu es à l'aide sociale, c'est pas un métier. Or, un père doit avoir un métier. Vous savez, des fois, pour moi, c'est compliqué d'aller demander de l'aide, c'est la honte, mais je ne vais pas. Donc on retrouve, hein, c'est compliqué de demander, c'est la honte. Mais je ne vais pas, je suis arrivée à un stade, je mettrai une banderole, trouvez-moi un travail. Je ne vais pas, je suis décidée. Et dernier point, ce sont essentiellement des femmes que nous avons interviewées, qui nous ont mis sur cette piste. Ce sera quelque chose qu'on doit explorer plus avant. Mais dans le non-recours, il y a aussi derrière une forme de critique ou une forme de critique de l'offre, c'est-à-dire du type de prestation même. C'est-à-dire que quand on parle à des femmes seules avec des enfants, bien sûr elles ont besoin d'argent, mais l'argent, on le sait, pour les femmes, ça a une autre signification, et l'argent c'est la dépendance. Hein. Et elles ne veulent pas remplacer la dépendance à l'ex-mari par la dépendance à l'hospice général, si possible. Et donc, ce qu'on perçoit, c'est que comme le rapport à la précarité, le rapport à l'argent des hommes et des femmes diffèrent, on a un autre discours de non-recours d'un certain nombre de femmes qui disent, en gros, qu'elles pensent qu'elles ne trouveront pas réponse à leurs attentes. J'ai envie de dire à tort ou à raison, de voir ce que l'hospice propose véritablement, mais de quoi elles ont fondamentalement besoin. Et je fais une toute petite parenthèse, les hommes, vraiment ça c'est très frappant. Les hommes qu'on a rencontrés, quand on leur demande de se décrire leur trajectoire de précarité, la façon dont ils se projettent, si vous voulez, c'est toujours une trajectoire de chute. Ce père de famille dont je vous parlais, il avait déjà, avec sa fille de 5 ans, il a déjà la grotte au Salève où il va finir par aller vivre le jour où sa femme l'aura quitté et où il n'aura plus d'argent.
Et comme il ne veut jamais venir à l'hospice, il sait déjà dans quelle grotte il va aller dormir. Donc oui, il se prévoit en chute libre, et il n'a pas tort, parce qu'en vérité, c'est effectivement comme ça que ça se passe souvent. Les femmes qu'on a interviewées, y compris dans des situations, une femme qui travaillait 2 heures par jour, je crois, ou même pas, à la Migros, dans des situations incroyablement difficiles, se projettent toujours en termes d'ascension sociale. C'est normal parce qu'elles partent de très très bas. C'est difficile de tomber plus bas. Donc pour elles, non mais c'est important, pour elles, la disqualification, ça ne fait pas tellement de sens. Elles n'ont pas tant peur d'être disqualifiées, elles veulent juste être qualifiées, si vous voulez. Aidez-moi à monter. Tandis que dans la version plus masculine, si je reprends cette idée, l'homme est plutôt aidez-moi à ne pas chuter. Et donc, leurs attentes, elles vous diront oui, l'argent, mais c'est pas qu'elles n'ont pas besoin d'argent, c'est que c'est pas suffisant. C'est d'améliorer le statut social par l'emploi et, double attente, de s'émanciper justement. Accès à l'emploi par des formations qualifiantes, des gardes extra-familiales, une indépendance financière, petit à petit, donc un soutien à ça. Si elles ont à tort ou à raison l'impression que l'hospice général, c'est on va vous verser de l'argent, peut-être qu'elles finiront par venir, mais a priori, certaines disent non, mais de toute façon, quelqu'un a dit le problème, c'est le problème de compréhension de ce qu'on demande. Peut-être qu'elles ont besoin d'argent, mais leurs attentes vont au-delà. Leurs attentes se comprennent en termes d'amélioration du statut et d'émancipation. Voilà. Donc pour terminer ce non-recours tel qu'on a pu le décrypter maintenant à partir de ces 39 entretiens approfondis, d'abord on voit bien que c'est pas simple, c'est toujours une articulation d'un ensemble de motifs qui au fond renvoient à différentes dimensions des politiques sociales. Les normes sociales, la législation sur les étrangers, l'organisation, l'action des professionnels, le système social cantonal, le type de prestation. Donc c'est clair que ce sont des phénomènes qui sont complexes. Mais quand même, je trouve assez frappant de voir qu'on est dans un système, je le vois, très développé, qui d'ailleurs s'oriente toujours plus vers l'activation, le rapport, la réinsertion professionnelle, etc., mais qui au fond, paradoxalement, exclut une partie de la population qu'elle vise justement à intégrer. Insister aussi sur ce non-recours qui est subi, mais qui aussi est une action d'affirmation de soi. Donc ne pas lire, je pense, le non-recours uniquement en termes de défaut de quelque chose, de manque de quelque chose. Les personnes n'ont pas compris, les personnes n'ont pas été informées, les personnes n'ont pas une vision réelle de la difficulté qu'elles rencontrent. Et voir et construire sans doute avec cette énergie, qui est cette énergie de projection vers un avenir meilleur. Donc, le bon côté, enfin, le mauvais côté, c'est cette complexité du problème, du phénomène, mais le bon côté, c'est qu'on voit qu'il y a des pistes d'action à différents niveaux, y compris au niveau d'une organisation, d'une institution comme l'hospice général, y compris au niveau de pratiques de travail social, et je pense même y compris au niveau de la pratique qu'on peut avoir soi-même comme travailleur social, travailleuse sociale, au quotidien, en étant simplement conscient de l'impact de certaines choses et de l'existence de ce phénomène. Voilà, j'ai un peu dépassé. Merci. Ça va ?